En Algérie, une nouvelle condamnation de militants du Irak crée l'émoi. Un jeune internaute a écopé de 3 années de prison ferme. Il est accusé d'avoir publié des images moquant le président algérien. Aux États-Unis, la diffusion d'un enregistrement du président Trump embarrasse le camp républicain. Le président américain demandait à un responsable électoral de la Géorgie un nombre de bulletins de vote. Et puis, les négociations sur la construction d'une île ont repris ce dimanche. Les représentants des 3 pays protagonistes ont eu des discussions via visioconférence. C'était sous l'égide de l'Union africaine. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En Algérie, la condamnation d'un jeune internaute par la justice suscite de vives réactions. Walid Keshida a écopé de 3 années de prison ferme ce lundi pour avoir publié sur Facebook des images et des vidéos moquant les autorités et la religion. Son avocat a annoncé son intention de faire appel. Reportage. Walid Keshida, jeune internaute, est condamné malheureusement à 3 ans de prison ferme assortie d'une amende, a déclaré le coordonnateur du Comité national de libération des détenus, une association qui vient en aide aux prisonniers d'opinion en Algérie. L'heure est très grave au moment où on s'attendait à sa libération aujourd'hui, voire même à une relâche. Tout est allé de travers. Maintenant, on doit se mobiliser tous aux côtés des avocats au procès en appel, a ajouté le représentant du comité. Le parquet de Sétif, au nord-est du pays, avait requis 5 ans de prison contre le prévenu Keshida, 25 ans, accusé d'offense au président, au précepte de l'islam et d'outrage à corps constitué. Le militant, connu de la jeunesse de Sétif, est en détention provisoire depuis plus de 8 mois. Il lui est reproché d'avoir publié des mèmes, des images détournées de façon humoristique sur les réseaux sociaux touchant aux autorités, notamment au président Abdelmadjid Tebboune et à la religion. Ces illustrations virales, moquant de nombreux sujets, étaient diffusées sur le groupe Facebook Hirak même, dont Keshida était l'administrateur. Des élections législatives sont prévues courant 2021 en Algérie et le président Tebboune, en convalescence après avoir été soigné du coronavirus pendant 2 mois en Allemagne, a fait de l'élaboration de la nouvelle loi électorale en vue du 10 scrutin l'une de ses priorités. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a reçu ce dimanche plus de 300 membres de l'Assemblée nationale, les députés nationaux ayant rejoint l'Union sacrée de la nation. Le chef de l'État congolais les a invités à voter pour le ticket Union sacrée pour le prochain bureau. Les détails. Plus de 300 députés nationaux ont répondu à cette invitation du président de la République, Félix Tshisekedi. Ce rassemblement, organisé 48 heures avant la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, aura permis au chef de l'État de se rassurer sur la nouvelle configuration politique qui devrait donner une majorité certaine à l'Union sacrée de la nation. Son initiative. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale sera mis en place au cours d'une session extraordinaire qui s'ouvre ce mardi 5 janvier. C'est un remplacement de celui que dirigeait Janine Mabunda du Front commun pour le Congo, FCC, destitué peu avant la fin de la session ordinaire. Plusieurs anciens membres de la famille politique de l'ex-président Joseph Kabila Kabange, dont les très emblématiques Ngoï Kassondi, Jean-Charles Okoto et Magui Rwakabuba du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, ont rejoint l'Union sacrée de la nation. Au Niger, en attendant la tenue du second tour, plusieurs partis d'opposition ont affirmé vouloir déposer des recours après la proclamation le 2 janvier dernier des résultats globaux provisoires du premier tour de l'élection présidentielle et législative. Selon ces résultats, un second tour aura donc lieu le 21 février prochain. Alors que le second tour de la présidentielle opposera le candidat du PNDS, parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, à Maman Ousmane, des partis de la coalition CAP 2021, qui dénoncent ce dimanche les chiffres enregistrés dans certaines communes ont affirmé vouloir déposer des recours. Le RDR Tchandji, dont l'ancien président Mahaman Ousmane est le candidat à la présidentielle, n'est ainsi pas satisfait des résultats. Son coordonnateur national, Ali Maman, a affirmé que des recours seront déposés auprès de la Cour constitutionnelle pour contester certains chiffres et certaines pratiques de façon individuelle ou bien collectivement avec d'autres partis de la CAP 2021.
Cette question est encore à l'étude, explique-t-il. Plusieurs autres membres de cette coalition d'opposition ont en effet déjà fait savoir qu'ils comptaient eux aussi déposer des recours, comme le candidat du MPN Kinshi Kassa, Ibrahim Yacouba, arrivé 5e au premier tour de la présidentielle avec 5% des voix. C'est aussi le cas pour le Modem Lumana Africa, parti de Hama Amadou, par la voix de son directeur de campagne, Barké Mustafa. De son côté, Mamadou Dibo, directeur de campagne du MPR Djambouria, le parti du candidat Al-Badé Abouba, arrivé 4e avec 7% des voix, a aussi indiqué qu'il prend acte des résultats, mais que le parti se réserve le droit de contester ceux pour lesquels le caractère de la fraude serait avéré. Selon le code électoral nigérien, les candidats ou partis qui le souhaitent disposent de 10 jours à compter de la proclamation des résultats provisoires par la série, donc à compter de samedi dernier, pour déposer leur réclamation auprès de la Cour constitutionnelle. Aux États-Unis, une nouvelle affaire éclabousse le camp républicain. Le Washington Post a diffusé ce dimanche un enregistrement du président Donald Trump qui demandait à un responsable électoral de l'État de Géorgie de lui trouver des bulletins de vote pour la présidentielle en son nom. Ces révélations ont suscité une onde de choc dans le pays. Détail. À moins de 24 heures d'une élection cruciale pour le contrôle du Sénat destinée à graver dans le marbre la victoire de Joe Biden à la présidentielle, c'est la révélation d'une conversation entre le président sortant et un responsable de Géorgie qui a monopolisé l'attention. Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite 2 mois après l'élection présidentielle et samedi, il a appelé le républicain en charge des élections dans l'État de Géorgie pour tenter de le rallier à sa cause. Il n'y a pas de mal à dire que vous avez recalculé, peut-on l'entendre dire sur un enregistrement de la discussion réalisée à son insu et rendue publique par le Washington Post puis d'autres médias. Tout ce que je veux, c'est trouver 11 780 bulletins, ajoute-t-il, soit à peu près l'avance dont dispose Joe Biden en Géorgie, confirmée par un recomptage et des audits. Vous savez ce qu'ils ont fait et vous n'en parlez pas, c'est un délit. C'est un gros risque pour vous, ajoute-t-il menaçant. En face, l'interlocuteur de Trump ne cède pas. Nous pensons que nos chiffres sont bons. Le camp démocrate a immédiatement dénoncé des pressions potentiellement répréhensibles. C'est accablant, a tweeté un élu républicain en appelant les membres de son parti à ne pas suivre le président dans sa croisade. À la Chambre comme au Sénat, ces élus ont promis d'exprimer leurs objections mercredi lors d'une session du Congrès destinée à enregistrer formellement le vote des grands électeurs en faveur de Joe Biden. Leurs interventions n'ont aucune chance d'empêcher l'investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont repris ce dimanche leurs négociations au sujet du grand barrage controversé sur le Nil. Un barrage construit par Addis Abeba est convenu de les poursuivre dans les prochaines semaines. C'est ce qu'a indiqué le ministère soudanais de l'irrigation. Dimanche, des représentants du Soudan, de l'Égypte et de l'Éthiopie ont tenu de nouvelles discussions par visioconférence sur le barrage de la Renaissance en présence de responsables d'Afrique du Sud, pays qui assure la présidence tournante de l'Union africaine et d'observateurs internationaux. Il a été conclu que la semaine serait dédiée à des discussions bilatérales entre les 3 pays, des experts et des observateurs, a indiqué le ministère soudanais de l'irrigation et de l'eau dans un communiqué. Ces discussions devraient ouvrir la voie à la reprise des négociations tripartites dimanche 10 janvier avec l'espoir qu'elles se concluent fin janvier. Un document de travail diffusé au sein des 3 pays aux fins de négociations a été catégoriquement rejeté par l'Égypte. L'Éthiopie, qui voit le barrage comme un jalon essentiel de son électrification et de son développement, a indiqué avoir mis en avant des approches alternatives pour qu'elles soient étudiées par toutes les parties avant les prochaines discussions. Le barrage suscite des tensions, en particulier avec l'Égypte, pays de plus de 100 millions d'habitants, qui dépend à 97% du Nil pour son approvisionnement en eau et qui craint que celui-ci soit réduit par l'installation. Les derniers pourparlers, qui se sont tenus par visioconférence début novembre, s'étaient conclus sans avancée, les négociations étant dans l'impasse depuis plusieurs mois. Le Caire, mais aussi Khartoum, en aval du fleuve, souhaitent un accord légalement contraignant, notamment sur la gestion du barrage et le remplissage du réservoir.
Le Nil, qui coule sur quelques 6000 km, est une source d'approvisionnement en eau et en électricité essentielle pour une dizaine de pays d'Afrique de l'Est. Le ministre sud-africain de la Santé a annoncé que son pays espère obtenir ses premiers vaccins anti-Covid en février prochain, mais le calendrier dépendra du résultat de négociations en cours avec plusieurs entreprises pharmaceutiques. L'Afrique du Sud est durement touchée par la deuxième vague de la pandémie du coronavirus. Dr Zweli Mkhize, ministre de la Santé, a expliqué que l'Afrique du Sud est en négociation directe avec plusieurs fabricants, dont Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson, ainsi qu'avec des laboratoires russes et chinois pour des vaccins disponibles en février. Pour financer l'achat des vaccins, le gouvernement envisage de faire appel au soutien du secteur privé ainsi qu'à une contribution des principales assurances santé du pays. L'Afrique du Sud participe par ailleurs au dispositif COVAX mis en place par l'Organisation mondiale de la santé et l'Alliance pour les vaccins Gavi pour un accès équitable aux vaccins. La semaine dernière, le gouvernement a versé un acompte de 15,8 millions d'euros pour entrer dans le dispositif, soit le coût des vaccins pour seulement 10% de la population. Mais le pays africain, de loin le plus touché par le virus, ne s'attend à recevoir les premières doses dans le cadre de ce dispositif qu'au cours du deuxième trimestre de l'année. Ces dernières semaines, le gouvernement sud-africain a essuyé des critiques, notamment d'experts de la santé dans le pays, pour avoir tardé à se lancer dans le processus d'obtention de vaccins contre Covid-19. Le pays a pour objectif de vacciner dans un premier temps au moins 67% de la population du pays, soit environ 40 millions de personnes, afin d'atteindre l'immunité collective. La campagne de vaccination se découpera en 3 étapes. La première phase concernera nos personnels de santé en première ligne. La deuxième phase de vaccination concernera les professions essentielles, la police, les mineurs et également les enseignants, les plus de 60 ans et les personnes vivant en lieux collectifs comme les prisons, les maisons de santé, les centres d'hébergement. Les autres, 22,5 millions de personnes de plus de 18 ans seront vaccinées. Dans un dernier temps, l'Afrique du Sud a atteint le soir du Nouvel An un nouveau record avec 18 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. C'est le premier pays africain à avoir passé la barre du million de cas. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.